Donc, suite, je disais que à partir des années 50 à 70, on est arrivé dans le monde des héritiers, c'est-à-dire ceux qui ont repris ce qu'ont fait les visionnaires et ont stabilisé les choses. Tous ces gens-là étaient encore dans l'idée de valoriser des auteurs originaux qui pouvaient aussi être subversifs, souvent qui étaient très subversifs, et donc de soutenir la création, c'est-à-dire que il y avait la volonté de faire de l'argent, évidemment, la notoriété, mais il y avait aussi l'idée d'une élévation intellectuelle et morale, et donc de servir les peuples en leur apportant de la connaissance, la contradiction, l'ouverture. Et c'était la mission de l'éditeur, élever. Donc ça, c'est jusqu'aux années 80. À partir des années 80, le néolibéralisme a explosé un peu partout dans le monde occidental. La volonté d'enchaîner à nouveau les peuples s'est manifestée de plus en plus. La délocalisation, la destruction des emplois, la volonté d'éliminer petit à petit les classes moyennes, ce qu'on a vu aux États-Unis arriver très vite. Et donc, dans le monde occidental, bien sûr, vous avez Thatcher, bien sûr, vous avez Reagan. Puis après, il va y avoir le virage à droite de l'époque mitterrandienne, où on est passé de la gauche à survivre, c'est bien mieux que vivre, avec la fameuse émission de cet acteur-chanteur Yves Montand, c'est Vive la crise, si vous n'êtes pas capable de vous adapter, vous êtes de la merde. Et là, sont arrivés petit à petit ce qu'on appelait les gestionnaires. Donc après les visionnaires et les héritiers, il y a eu les gestionnaires. Et là, il s'est agi de serrer les boulons. Serrer les boulons, serrer les boulons, serrer les boulons. Que les entreprises soient de plus en plus rentables, que l'édition devienne une entreprise comme une autre et que le livre devienne un produit comme un autre. Avant, ce n'était pas un produit comme un autre. C'est devenu un produit comme un autre. À partir de là, peu importe la valeur et la qualité des livres, ce qui compte, c'est vendre. Point. Vendre, vendre, vendre. Et on a donc une volonté de faire de plus en plus pression sur les libraires, de surproduire. Les éditeurs se sont mis à surproduire. On est arrivé à un moment, déjà dans les années milieu des années 90, on avait à peu près 600 nouveautés par mois en France. Imaginez un libraire qui se retrouve avec 600 livres à lire dans un seul mois. Donc produire plus que le voisin, donc la guerre éditoriale commence, la guerre avec les éditeurs commence et la guerre avec les auteurs commence. C'est-à-dire, il faut mettre les auteurs sous pression. On les traite plus comme des princes, éventuellement en tout cas comme des partenaires qu'on doit valoriser et respecter. On les traite comme des ouvriers de seconde zone qu'on doit faire marcher au pas. Et ça, c'est l'époque des gestionnaires. Donc on doit être rentable, c'est tout. Toute dépense excessive est traquée. Il faut que ça soit une machine entrepreneuriale ultra rentable. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a tout serré, ce qu'il va falloir faire, c'est encore gagner de l'argent en étant toujours plus rentable et donc en allant chercher des gains de productivité là où on le peut. Et c'est ce qui va se passer à partir des années 2000-2005, on va dire. C'est là que ça va commencer à être vraiment de plus en plus violent. Et on a une nouvelle génération d'éditeurs qui arrivent. C'est-à-dire des gens, quand je dis éditeurs, ce sont les gens qui sont au poste à responsabilité. Le monde de l'édition, c'est devenu un monde en fait de presse. Ce sont des groupes de presse. Regardez Editis, c'est les groupes Bolloré. Regardez Hachette, regardez tous les journaux en fait qui les servent. Et vous comprendrez que c'est une énorme machine dont le monde de l'édition n'est qu'un petit élément. Donc le monde de l'édition qui avant était en haut de l'échelle, et ça représentait la grâce intellectuelle, l'élévation, la mission de nourrir les gens, les peuples, et ça sans aucune prétention, aucun mépris. C'est vraiment élever la population générale du haut en bas de l'échelle sociale. Et ça c'est terminé. Là on est dans des grosses machines où tout est trafiqué du début à la fin. C'est-à-dire que vous voyez un reportage dans tel ou tel magazine, il faut comprendre que ce magazine appartient à tel ou tel groupe de presse qui en même temps est propriétaire d'une télé, ou deux, ou plus, qui est en même temps propriétaire
donc de X éditeurs, et des fois ça peut être 500, 300, 500 éditeurs. Et donc tout ce petit monde fonctionne en vase clos. Bien sûr, les groupes d'édition se font concurrence. Et en se faisant concurrence, ils se déclarent une guerre énorme. Et au milieu de tout ça, il y a les gens comme moi. C'est-à-dire que, au départ, j'étais chez Amphora, petit éditeur indépendant, dont j'ai fait le succès. Puis bon, il y a des tensions, mais ça, je peux en parler dans un autre audio entre moi et surtout le patron d'Amphora, sur tout un tas de points. Et comme je l'ai toujours dit, ils ont été généreux sur un certain nombre de points, et sur d'autres points, on a eu des problèmes, des causes de conflits absolument énormes. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas en parler. C'est ce qui fait qu'on a la méthode de musculation, donc livre vert, 110 exercices en matériel, n'a jamais été mis en avant dans les médias. Il n'a jamais été mis en avant dans les médias, tout simplement parce que les médias appartiennent à ces grands groupes. Donc, la seule fois où j'ai vu une critique, encore une fois, ça faisait partie de tous ces réseaux-là, c'était quelqu'un qui disait, j'ai oublié son nom, mais qui disait que c'était un peu une honte que je sois dans le top 100 des meilleures ventes, etc., etc. Voilà. Donc, maintenant, on est arrivé à l'époque des tueurs dans le monde d'édition. Les gens sont recrutés exprès pour ça. Leur goût pour le livre est plus que modeste. Ça les intéresse pas, ils ne lisent pas, c'est pas le sujet. Ils veulent faire de l'argent. Ils ont leur salaire qui tombe tous les mois quand ils sont responsables éditoriaux. Et donc, l'argent, il va où? Il va dans la poche en fait, des actionnaires de ces grands groupes. Et quand ces personnes, parce que moi j'ai eu négocié, je vais vous en parler juste après, j'ai voulu négocier certains contrats. Quand ils négocient les contrats, c'est pour le bénéfice du groupe. C'est pas pour leur propre bénéfice. Enfin, pour eux, c'est pour garder leur place. Donc, je vais vous raconter une anecdote rapide, par exemple, parce que là, on parlait du groupe de la maison d'édition Solar, qui appartient à Editis, qui appartient au grand monde. Voilà, vous cherchez, vous allez voir qui appartient à qui appartient à qui, etc., etc. Vous comprendrez pourquoi aussi il y a un article qui est fait dans le magazine Elle, et vous allez comprendre forcément le lien entre le fait qu'il y ait de la pub qui sorte autant pour son livre à ce moment-là, à cette période, après la sortie du guide de la souplesse absolue, puisqu'ils veulent se placer sur ce qui a été ma propriété, ce qui est ma propriété, ce que j'ai moi mis au point, ce qui peut être prouvé devant la justice, et ça on va y venir, on y viendra, mais je ne parle pas dans les audios, je parle en tant qu'entrepreneur avec LDMT, il va falloir qu'on aille discuter avec ces gens-là. Eh bien, c'est normal, puisque c'est une guerre de tranchées, et ce qui leur fait peur, c'est quelqu'un comme moi, un indépendant, puisse à nouveau faire un énorme succès. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de pitié. C'est détruire par tous les moyens. Ou alors, c'est ou me posséder ou me prendre et me détruire. Et avec Editis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années en arrière, il y a eu une possibilité éventuelle, une négociation de contrat. Et donc, il m'avait fait 2 contrats. Un contrat cadre, où j'étais la personne la plus exceptionnelle du monde et où j'avais des pourcentages royaux. Ça allait jusqu'à 15%. Très bien. Et ils avaient fait un deuxième contrat qui était beaucoup plus classique et où, quand on lisait correctement, on s'apercevait que ce deuxième contrat pouvait annuler le premier. Et là, je tombais à des pourcentages allant jusqu'à 4%. Et je leur appartenais entièrement. C'est-à-dire que je leur appartenais en tout. Mon nom leur appartenait. La moindre de mes créations leur appartenait. Juste le fait que je respire leur appartenait. Tout ce que je faisais. Et donc, je ne pouvais plus négocier quoi que ce soit, plus vendre quoi que ce soit, plus rien faire sans demander leur aval. À partir de là, je ne pouvais plus moi-même établir des pourcentages, négocier mes revenus, même avec eux, puisque eux décidaient de ce que j'avais le droit de faire ou pas faire. Donc, il fallait après que j'aille vers eux, leur dire, je voudrais faire ça, très bien, mais on vous donne tant de pourcents. C'est ça ou vous ne pouvez pas le faire. Et c'est terminé. Donc, je les ai envoyés balader, avec humour, puisque je leur ai écrit une grande lettre où je parlais de mon chien, etc. Et parce que je préfère faire les choses avec humour. Là, j'ai évidemment eu un retour comme quoi, en gros, j'étais une mauvaise personne, évidemment, et que eux, la main sur le cœur, étaient généreux et bons, etc. Enfin bon, on connaît le truc, c'est le discours de l'enfant de cœur. Et je vais bientôt arrêter, parce que c'est presque terminé. Et donc, maintenant, on en est là avec des auteurs qui revendiquent ce que moi j'ai créé.